Ces dimensions vont nous obliger à penser les processus d'innovation responsables de façon différente qu'avant. Ce qu'on appelle safe by design. On va évidemment faire des produits en prenant soin, peut-être que care by design est peut-être mieux d'ailleurs, en prenant soin des autres. Développer l'évaluation des risques a priori avant toute mise sur le marché de nouveaux produits contenant des risques potentiels. On va voir comment faire ça. Pour le comprendre, vous devez avoir en tête que le propos que je vous tiens est de dire, nous avons, je schématise ici parce que ce n'est pas forcément évident, on va avoir une chaîne de valeur d'innovation responsable. On va avoir 7 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 étapes. Les 7 étapes correspondent au processus d'innovation responsable. D'accord ? Nous avons un processus, je le mets ici pour que ce soit bien clair, d'innovation responsable. Ce processus d'innovation responsable n'est pas destiné uniquement à nous donner des produits ou services responsables. Bien sûr qu'il faut le faire, mais ne peut être fait que dans un processus global. Au sein de ce processus, c'est l'étape 4 qui nous donnera une ou des innovations responsables. Je laisse ce schéma-là pour que vous compreniez bien à travers le premier exemple. 1, on a besoin de se conformer à la loi. Ça paraît une évidence, mais nous ne pourrons développer l'innovation responsable qu'en se conformant à la loi. Conserver la législation, observer la législation afin de détenir et de prévenir les obstacles susceptibles de gêner le développement de l'innovation. Il faut analyser forcément les concepts existants concernant la propriété intellectuelle, les lois qui régulent cette dernière, etc. C'est le niveau le plus basique, le plus simple, évidemment, dès lors que je veux lancer un produit qui semble être la palissade que de dire cela. Le deuxième niveau est un peu plus complexe puisqu'il s'agit d'anticiper la loi. On est dans ce niveau-là, on l'a fait, on est dans ce niveau-là, et dans ce niveau-là, on anticipe les législations légales à venir. Je sais que ce que je fais est mal, d'ailleurs il va y avoir une loi pour que je change, est-ce que j'attends que le coup près tombe ou est-ce que je change maintenant ? C'est toute la question que s'est posée HP, puisque HP dans les années 90 était conscient que le cuivre qu'ils utilisaient dans les composants électroniques était particulièrement toxique. Ils savaient qu'une loi allait arriver en 2006. HP n'a pas attendu cette dimension-là et s'est dit « je vais effectivement travailler sur un alliage d'argent, d'étain et de cuivre pour innover avant les autres, être le premier à innover sur un aspect qui devra concerner tout le monde. » Moi, je suis le premier à le faire. Il s'agit de faire le bien, entre guillemets, avant les autres, de ne pas attendre l'obligation légale, c'est-à-dire l'étape 1. Cette deuxième étape nous enclenche la troisième, qui est établir des chaînes de valeur durables. Cette troisième étape-là est intéressante à regarder avec Walmart, par exemple, qui l'a mis en place, et bien comprendre que nous sommes toujours, j'ai dit que c'était celle-ci qui était la création produits et services, celle-ci est juste avant, c'est-à-dire qu'on est bien en amont, à savoir quels sont et comment se comportent mes fournisseurs. Mes fournisseurs, je dois évidemment avoir initial assessment, un bilan préventif de ce que fait mon fournisseur. Autrement dit, je suis Apple, que fait Foxconn pour fournir mes éléments? Que fait Foxconn? C'est-à-dire le bilan initial des comportements et actions des fournisseurs. Une fois que j'ai ça, ça ne me suffit pas. Je dois toujours vérifier. Que fait mes fournisseurs? Et je m'autorise dans mon contrat la visite de mes usines, enfin de leurs usines, pardon, de leurs usines pour que leurs usines soient conformes à mes engagements de responsabilité. Si ça marche bien, je dois continuer avec le fournisseur et inciter, même financièrement, à développer des engagements à travers d'autres usines, d'autres territoires, etc. C'est-à-dire que j'ai un partenariat qui, dans ma chaîne de valeur, va me faire comprendre qu'il y a effectivement à choisir son fournisseur en fonction de sa responsabilité, évidemment à le contrôler et l'aider à développer puisque ça marche bien. C'est à partir de là où l'on peut avoir et qu'on peut dessiner des produits responsables, innovants et responsables. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si j'oublie, je ne fais pas attention à l'ensemble de ces dimensions-là, d'accord, c'est très clairement ce que l'on peut appeler du greenwashing. C'est-à-dire, je vais développer juste un produit pour faire joli, mais le reste de ma gamme, le reste de mon produit, faites pas attention à ça, quoi. Donc,
il y a besoin d'avoir un comportement dans un processus d'innovation responsable pour développer le quatrième axe. Ainsi, c'est évidemment créer, mettre sur le marché des produits ou des services favorisant un comportement responsable, proposer aux consommateurs de changer son habitude au profit de produits responsables. Ici, on a Tide avec de l'eau, de la lessive à l'eau froide. On a les EcoPass de chez Sodexo qui vont inciter à acheter plutôt des produits écologiques, bio, etc. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette dimension-là, car elle est évidemment cruciale. On a besoin de dessiner un processus d'innovation responsable. Donc, vous m'avez suivi, je suis à cet endroit-là, je suis dans le 4e niveau, et je vais développer un processus à travers un schéma que vous connaissez parfaitement, qui est le processus d'innovation. Quand je dis que vous le connaissez parfaitement, ce n'est pas gratuit comme remarque. Vous ne pouvez comprendre le processus d'innovation responsable que si vous connaissez déjà parfaitement un processus d'innovation classique. Parce que mon propos n'est évidemment pas de dire il va se substituer à un processus d'innovation classique. Il vient en plus de celui-ci. Votre boulot, c'est d'innover. Les parts de marché que je vais gagner, le recrutement que je vais faire, comment je vais affiner mon processus, etc. À côté de ça, vous avez un processus d'innovation responsable qui, lui, va regarder dans ce processus que je montre ici, c'est-à-dire toutes ces différentes phases, l'ensemble des questions qui sont sociales, environnementales, qui sont également autour des individus. Je dois regarder ça évidemment en détail. Quand je regarde ça en détail, et je vais devoir passer relativement vite pour regarder le timing, mais je dois rentrer dans chacune des phases au regard des critères de responsabilité. Quand je prends la première partie, émergence d'idées, vous m'avez suivi, je suis en 1, émergence d'idées. Ensuite, je vais avoir ma version 2, 3, le lancement, faisabilité, capacité, lancement et post-lancement. Lorsque je suis dans ce premier critère-là, l'émergence d'idées, le principe est de tenter d'anticiper les impacts du projet dès l'élaboration de l'idée au sein du processus. Une sorte d'évaluation et de prise en compte des impacts que le projet pourrait avoir, des valeurs fondamentales, à travers des critères sociaux, économiques, environnementaux. Permettre à l'innovateur de modeler son idée de façon à réduire et éliminer les impacts négatifs a priori. Comment je fais ça? Eh bien, parce que vous avez en tête que l'idée, c'est toujours d'innover. Comment je fais ça? Je suis obligé de me mettre à créer des hypothèses. Je crée des hypothèses qui peuvent apparaître à l'occasion du lancement du produit. Qu'est-ce qu'une hypothèse? La question d'innovation responsable s'établit au regard de la capacité des innovateurs à mettre en place des hypothèses de risque. Autrement dit, vous avez compris, quand je suis sur le marché. Quand je ne suis pas sur le marché, on reste au stade d'invention, la question ne se pose pas. Ces hypothèses permettent d'établir un champ de risque, de faiblesse, de responsabilité envers et à partir du produit ou service lancé. C'est ce qui permettra à l'innovateur, une fois le produit sur le marché, de gérer, d'améliorer ou de supprimer les faiblesses. Les critères internes, recrutement, fidélisation, critères externes, perception qualitative, quantitative, les critères évalués à chaque étape cherchent donc une fois de plus à s'assurer que tous les impacts soient pris en compte. En détail, ça donne ces éléments-là, la transparence vis-à-vis des clients, le profil d'attractivité, le niveau de sécurité. Bref, cet ensemble complexe qui, une fois validé, me fait basculer sur la troisième étape. Troisième étape est importante parce que, d'une part, c'est la phase de réalisation du projet, donc n'importe quel processus d'innovation, lorsque vous êtes dans la troisième étape, vous réalisez le projet. Là, on dit, faites attention, c'est le moment évidemment de regarder l'impact d'une façon générale et de spécifier les hypothèses. Je le lis. Alors que le projet d'innovation se précise, qu'il se réalise à travers les compétences de l'entreprise ainsi que l'implication des parties prenantes, les hypothèses concernant le projet doivent être vérifiées afin de s'assurer qu'elles demeurent pertinentes et couvrent bien toutes les conséquences potentielles imaginables. Le dialogue avec les parties prenantes à cette étape permet d'apporter également plus de précision aux hypothèses, permet de s'assurer que des bonnes procédures sont mises en place pour vérifier ces hypothèses une fois que le produit circule sur le marché. Je vais être prêt à lancer. Je suis prêt à lancer, j'affine mes hypothèses de risque. Autrement dit, quand je mets le téléphone portable sur le marché, je connais les risques et je vais les contrôler, les surveiller. Je rentre dans un niveau de détail de ce que je viens de dire et je lance. Les hypothèses sont mises en place, mon produit est en train d'être lancé et je vais pouvoir vérifier le rôle de l'innovation sur le marché. Mes critères au niveau de lancement. Et puis, dernière étape,
on est bien sur le post-lancement, c'est-à-dire que mon produit est sur le marché. Je ne sais pas encore s'il est acheté ou pas. Mais s'il est acheté, je dois contrôler et vérifier toutes mes hypothèses. En fonction, revoir dans le processus les faiblesses qui pourraient apparaître. Le résultat de ces hypothèses doit faire partie du raisonnement de l'innovateur et l'assister dans sa décision de devoir ou non de retirer le produit. Pas tant de le retirer également que de le remettre dans le circuit. Je m'aperçois en le post-lancement qu'il y a un problème ici. Quand je suis sur le marché, je le remets dans le circuit pour pouvoir l'ajuster en fonction des hypothèses que j'avais émises. Est-ce que vous me suivez tous? Très bien. Ça se résume, ça c'est le détail, ça se résume à ces dimensions-là, à savoir la création d'hypothèses dans l'émergence, la spécification des hypothèses, la vérification des hypothèses, les impacts directs, indirects, basés sur le principe de responsabilité. Et vous avez finalement ici ce résumé de ce que l'on vient de se dire. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes dans une étape 4, qui était celle-là. Il nous reste l'étape 5. L'étape 5, c'est aller plus loin en pensant de nouveaux business models. De nouveaux business models, c'est repenser l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'à la proposition auprès du consommateur final. On implique les consommateurs, mais pas forcément et pas uniquement. C'est également les consommateurs. FedEx, par exemple, mais également la Poste avait également pensé à ce genre d'éléments-là. FedEx a dit, mais au lieu de faire du transport de papier, est-ce que je ne peux pas faire du transport de données et télécharger sur des plateformes sécurisées, etc. Tout un tas d'éléments qui peuvent être utilisés. Finalement, ce qui est important, c'est le contenu plus que le contenant, donc tout un système de sécurité, etc. On change de business model. Dans l'étape 6, on dépasse un peu plus la création de nouveaux business models et le challenge est pensé à de nouveaux paradigmes. C'est le cas de la Grameen Bank, où la Grameen Bank, chaque personne peut être lui-même, pensez à Amazon quand j'ai dit tout à l'heure, chacun peut être son propre libraire, chacun peut être le propre banquier avec Grameen Bank. Et c'est un nouveau paradigme, un nouveau mode de vie au sein de la bancarisation au sens large. Tout ça doit être compris, éduqué et partagé. Et c'est l'étape 7. La dernière étape représente le développement d'un outil de planning afin de guider la dissémination. Vous devez dire ce que vous faites. Vous devez dire ce que vous faites de façon très claire aux autres. Nous sommes dans une transparence par rapport aux fournisseurs, par rapport à celui qui consomme, par rapport aux parties prenantes, que ce soit les syndicats, que ce soit le personnel en interne, etc. On doit dire ce que l'on fait. Et cette importance-là a lieu parce que l'on doit se différencier par rapport aux concurrents. Parce que vous comprenez bien que la question qui sous-tend tout ça, ça va être également, ça donne quoi pour moi en termes de responsabilité par rapport aux autres entreprises? Autrement dit, est-ce que je vais être meilleur que les autres ou pas? Je peux l'être ici, évidemment, mais est-ce que je suis également meilleur sur les autres caractéristiques, notamment la compétitivité? Est-ce que je suis plus compétitif que les autres à travers ça? J'ai, notamment dans le livre et dans d'autres études, je reprends beaucoup de recherches qui ont été établies à travers la comparaison entre le Dow Jones, l'indice boursier new-yorkais, et le Dow Jones Sustainable Index. Lorsque vous comparez ces deux éléments-là, et le Dow Jones Sustainable Index, ce sont les entreprises qui y sont et qui ont un comportement responsable. Les résultats financiers sont meilleurs dans ces entreprises-là. Vous avez de meilleurs résultats, une meilleure performance des entreprises lorsque vous êtes dans le Dow Jones Sustainable Index. Pour tout un tas de raisons. Ça va de l'engagement des employés à la façon dont les consommateurs se comportent avec vous, en passant par les structures financières. Il y a tout un ensemble qui fait que l'entreprise est plus profitable, plus performante, et pourtant, c'est ce que je vous dis depuis le début de la deuxième partie, nous avons fait les choses différemment. Et nous réussissons, d'un point de vue financier et de performance, à faire différemment. Ainsi, que ce soit Brundtland, qu'on associe aux questions fondamentales de l'innovation, nous donne cette chaîne, cette organisation qui va de « je me conforme à la loi » jusqu'à « je communique et j'éduque la responsabilité ». Ces questions-là sont le processus d'innovation responsable dans lequel je suis allé un peu vite sur les différents critères parce qu'après on rentre vraiment dans le détail du détail, c'est-à-dire qu'est-ce que je vérifie à tel endroit de mon schéma d'innovation
à la fois dans son processus d'innovation responsable, à la fois, quand je descends dans la quatrième partie, le produit ou service innovant et responsable. Ainsi, l'innovation, c'est avant tout une vision stratégique, c'est certes du leadership, c'est une politique de gestion de talent, c'est cet ensemble complexe, parce que innover, c'est complexe et doit nous apporter effectivement cette valeur ajoutée. Vous voyez qu'il y a des pointillés sur ce schéma et ils sont importants parce qu'ils montrent une certaine porosité avec le reste. Une porosité à travers l'écosystème, comment ça fonctionne, les fournisseurs et les clients, les besoins du consommateur, les citoyens qui sont là et le marché. Nous avons évidemment des partenaires et nous avons un fonctionnement à l'intérieur et ce processus-là qui se met en place. À l'évidence, la pression environnementale est importante et l'on doit innover sous risque, sinon de disparaître. Ces questions-là doivent être régies néanmoins sous le paradigme de la responsabilité, sans oublier la question de la performance dont j'ai parlé. Il y a donc des lieux d'innovation responsable et ces lieux d'innovation responsable se retrouvent partout. À la fois dans le besoin du consommateur, est-ce qu'on doit répondre toujours à ses besoins? À la fois par rapport au marché, quand je mets quelque chose sur le marché, il y a des impacts également indirects. Il y a évidemment une lieu d'innovation responsable par rapport au leader, l'innovateur, le CEO. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a évidemment une responsabilité vis-à-vis des partenaires en amont et en aval du processus d'innovation et évidemment vis-à-vis du citoyen qui, lui, a toujours cette innovation au cœur de ses préoccupations. C'est cet ensemble-là qui nous dessine l'innovation responsable, à la fois dans son concept d'innovation et de performance, à la fois dans sa compréhension des acteurs et des questions fondamentales, jusqu'aux questions du processus d'innovation.